Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Action gouvernementale numéro 9. Bienvenue à notre série d'entretiens avec les membres du gouvernement. Ce soir, nous parlons solidarité. Tout le monde vous dira que c'est l'une des vertus cardinales de notre société. Et cela prend tout son sens dans un contexte de crise ou de sortie d'une crise qui a causé des dégâts importants au nord du pays et jeté sur les routes de l'intérieur comme de l'extérieur bon nombre de nos compatriotes, de l'assistance aux personnes démunies à la protection sociale des travailleurs, de l'aide humanitaire à la reconstruction du Nord. Nous évoquerons ces questions ce soir avec le ministre Amadou Konaté, ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et merci de répondre à notre invitation. C'est avec beaucoup de plaisir. Et avec moi pour vous interroger ce soir, Sidiki Dambélé. Sidiki, bonsoir. Bonsoir, Yaya. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Monsieur le ministre, vous êtes le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord. C'est un super ministère, surtout en cette période post-crise où on parle, où les maîtres mots sont solidarité, aide humanitaire, reconstruction. Comment vous vous en sortez? C'est d'abord un ministère. Je ne crois pas que ce soit un super ministère. Ah oui. Comment nous nous en sortons? Je crois que nous nous en sortons. Comment? Pour le moment, je ne sais pas trop vous le dire. Bien ou mal? Oh, plutôt bien. Dans ce domaine, quand on s'en sort mal, on a la situation ambiante qui montre qu'on s'en sort mal. Tant qu'il y a le calme dans ce domaine-là, ça veut dire que on s'en sort plutôt bien que mal. Mais avec l'ampleur de la tâche, vous arrachez sans doute les cheveux pour répondre à la demande? Pour le moment, je ne les ai pas tous arrachés. Mais ce que nous faisons plutôt, c'est de répondre à la demande pressante. Et avec les partenaires techniques et financiers, et avec pas mal d'acteurs nationaux, souvent discrets, nous anticipons chaque fois que cela est possible. Et on arrive à parer au plus urgent. On arrive à parer au plus urgent, généralement. La demande est forte, très forte. La demande est forte, mais la demande est soutenable. C'est cela qu'il faut quand même dire. Vous savez, dans ce domaine, la demande devient forte, pressante et irrémissible quand elle concerne l'alimentation ou quand elle concerne les soins de santé. Alors, nous allons évoquer toutes ces questions tout au long de cet entretien, monsieur le ministre. Vous êtes donc chargé de la reconstruction du Nord. Une des tâches importantes qui vous sont confiées est la coordination de la mise en œuvre de l'accord de paix. Intéressons-nous d'abord à cela, si vous le permettez. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'on est dans la bonne dynamique par rapport à cette mise en œuvre? Je ne vais pas dire seulement qu'on est dans la bonne dynamique, on est dans la très bonne dynamique par rapport à cette question. Vous savez, l'accord de paix et de réconciliation vise une paix durable et une réconciliation définitive. Par conséquent, sa mise en œuvre demande de la méthode, ça demande de la patience et ça demande de la mobilisation de tous autour de l'essentiel. Quelle instance avons-nous mise en place? Et sur quel principe l'avons-nous fait? Le principe, ça a été celui d'assurer une démarche inclusive à tous les moments. Du moment de l'organisation des négociations, au moment de la négociation, jusqu'au moment de la mise en œuvre aujourd'hui, après signature. En quoi cette action est menée avec méthode? Parce que d'abord, nous avons mis en place l'instance nationale de coordination, et dans cette instance nationale de coordination, vous avez, en plus du gouvernement, des mouvements signataires, vous avez les différents acteurs de la société civile malienne, vous avez les partis politiques
et vous avez les corps en uniforme. C'est ceux-là qui, sur la base d'un chronogramme qui a été élaboré, chronogramme très fidèle aux annexes de l'accord, que les actions sont mises en œuvre. Quelles sont les actions sur lesquelles nous avons essayé d'avoir une avancée significative? D'abord, les réformes institutionnelles. Nous avons essayé de mettre en place les réformes institutionnelles majeures qui ont un effet sur la garantie de la libre circulation sur le territoire national. Parmi ces mesures, il y a eu quoi? Il y a eu la modification du Code des collectivités, le vote par l'Assemblée de la loi portant sur les autorités intérimaires. Il y a maintenant la préparation pour aller vers la mise en place des autorités intérimaires. Il y a eu la mise en place des régions de Taoudéni et de Ménaka. Je ne vais pas dire la création parce qu'une loi les a créés. Il y a juste la mise en place de cela. C'était une conditionnalité, je ne vais pas dire une conditionnalité d'ailleurs, c'était un élément majeur des réformes institutionnelles à mettre en place. Et il y a eu ensuite l'opérationnalisation de ça. Et il y a le volet sécuritaire qui suit immédiatement. Le volet de gestion sécuritaire, c'est la mise en place du mécanisme opérationnel de coordination qu'on a appelé le MOC. Alors, Monsieur le ministre, on comprend que vous êtes à pied d'œuvre, bien évidemment, mais un an à peu près après la signature de l'accord, pas d'administration à Kidal, donc pas d'État à Kidal, pas de combattants démobilisés, les Maliens ont de bonnes raisons d'être impatients, non? Les Maliens ont de bonnes raisons d'être impatients, mais nous n'avons pas de bonnes raisons de dire que nous ne faisons rien quand nous faisons quelque chose. Ça, c'est quand même le b.a.-ba du message que nous allons communiquer. Vous savez, quand on signait les accords et quand on a parachevé la signature des accords, nous avions la partie malienne qui était clairement 3. Mais depuis octobre 2015, la partie malienne est maintenant clairement composée du gouvernement et des mouvements signataires qui parlent d'une seule et même voix, qui se sont associés côté combattants et qui sont venus ensemble s'ajouter aux forces armées maliennes pour assurer des patrouilles mixtes. Ça a pris beaucoup de mois, mais le résultat est là aujourd'hui. Pendant les négociations, ces mouvements ne rentraient pas en même temps dans une salle. Donc, pour toute séance de négociation, nous faisions cela 2 fois. Vous étiez là, vous en avez été témoin. Mais si aujourd'hui, non seulement ils sont avec nous en salle, ils parlent d'une seule voix. Ils parlent avec nous quand il y a un consensus et nous parlons d'une seule voix, la voix du Mali. Mais il y a un progrès inestimable par rapport à cela. Mais ça, c'est la marche vers la paix. Vous avez dit l'objectif, c'est la paix. On n'y est pas encore. L'objectif, c'est le recouvrement de l'intégrité du territoire. On n'y est pas encore. Et ça prend beaucoup de temps. Le premier élément de la paix, c'est d'avoir signé un accord. L'accord dit ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. L'accord dit comment nous devons aller de l'avant et à quelle vitesse nous devons aller de l'avant. Donc tout va bien pour vous? Pour moi, sans dire, c'est loin d'être une méthode couée, mais tout va bien. Mais monsieur le ministre, vous savez quand même que l'armée n'est toujours pas déployée dans toutes les zones du Nord. Il y a des parties qui sont interdites d'accès à l'armée malienne, toujours. Non, aucune partie n'est interdite d'accès à l'armée malienne.
L'armée malienne est dans un certain nombre de positions. On ne peut pas dire à une armée nationale, vous ne pouvez pas vous déployer sur votre territoire. C'est pourtant ce qui se passe. Voilà, l'armée malienne est cantonnée, monsieur le ministre. Non, l'armée malienne n'est nulle part cantonnée. Attention, je pense qu'il faut souvent éviter les propos qui sont de nature à créer, à faire prospérer une atmosphère et des esprits de va-t-en-guerre. L'armée malienne n'est pas cantonnée. L'armée malienne occupait un certain nombre de positions. Une zone où l'armée malienne n'est pas du tout, c'est la région de Kidal. Oui. La mise en place d'une instance était prévue pour que cette instance puisse se déployer partout. C'est le MOC. Le MOC a mis du temps à se mettre en place. Le temps que le MOC a mis à se mettre en place n'a pas empêché qu'il y ait quand même des patrouilles mixtes. Peut-être pas des patrouilles mixtes dans la ville de Kidal, mais des patrouilles mixtes dans la région. Mais l'armée devait être au nord, surtout à Kidal, 6 mois après la signature. On est aujourd'hui à pratiquement 1 an après la signature. Le CSA, je prends une autre instance, le comité de suivi de la mise en œuvre des accords. Il devait être opérationnel immédiatement après la signature. C'est à partir de la 7e session qu'on a commencé à discuter de la substance. Et vous estimez que tout va bien? J'estime que tout va bien. Mais qu'est-ce qui explique tous ces retards-là? Ce qui explique ce retard, c'est le temps que l'on met à mettre en place un certain nombre d'institutions. Retard qui est dû essentiellement à la vitesse lente à laquelle la confiance revient. C'est en fait ça. La confiance revient à une certaine vitesse. Et si cette vitesse n'est pas rapide, mais les éléments qui doivent être mis en place par différentes parties qui, à un moment donné, se combattaient, ces éléments ne seront pas mis en place. Voilà tout. Alors, monsieur le ministre, en début de semaine, Kidal a connu des manifestations, des familles de jeunes qui manifestaient notamment contre la présence de forces étrangères. Quand vous voyez ces scènes de violence à l'endroit des forces étrangères dans une zone où l'administration malienne non plus n'est pas encore la bienvenue, cela ne vous inquiète pas? Ce n'est pas des cailloux dans vos chaussures? Ce n'est pas des cailloux dans mes chaussures, mais ça m'inquiète. Ça m'inquiète pourquoi? Ça m'inquiète parce que ça me permet de voir qu'il y a aujourd'hui dans notre pays ceux qui sont pour la paix et ceux qui ne veulent pas de la paix. Les femmes que vous avez vues marcher à Kidal, s'attaquer aux forces, aux différentes forces partenaires qui sont là pour nous aider à rétablir la paix, ces femmes-là sont manipulées. Elles sont manipulées par qui? Elles sont manipulées par ceux qui ne veulent pas la paix. Là, il faut qu'on évite l'amalgame. L'amalgame, ce serait quoi? Ah, c'est à Kidal, puisque la SEMA est à Kidal, et que ça se passe à Kidal, la SEMA ne veut pas de la paix. Ce serait un amalgame qui n'est pas bon. Il y a d'autres forces aujourd'hui qui ne sont pas autour de la table? Il y a des forces qui ne sont pas autour de la table. À part les terroristes, bien évidemment, depuis le début, ils étaient exclus. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est plus les terroristes. Depuis octobre, je le disais hier à l'Assemblée, depuis octobre 2015, aucun des mouvements n'a tiré l'un sur l'autre. Aucun des mouvements n'a tiré sur les FAMA. Aucun mouvement ne s'est attaqué à une seule des communautés maliennes. Mais il y a eu des attaques, il y a eu des morts. Rappelez-vous qu'il y a eu des attaques aussi vis-à-vis des responsables de la SEMA. Ça c'est clair, c'est le terrorisme en ce moment. Mais quand c'est les manifestations, c'est aussi les mouvements terroristes qui sont derrière? Vous ne pouvez pas séparer un certain nombre de niveaux. Il y a ce niveau des combattants. Il y a le niveau politique.
ceux qui discutent et qui négocient la paix. Mais il y a le niveau des opinions locales et régionales. Justement, l'opinion locale, ce n'est pas forcément le terrorisme. C'est peut-être la base des mouvements qui n'est pas en Mais phase avec le sommet. L'opinion locale est préparée par un certain nombre de leaders. Mais pourquoi on dit qu'il ne faut pas mêler les opinions locales à des choses négatives? C'est parce que c'est plus facile de les mobiliser pour faire du négatif que de venir leur dire on ne fait plus le négatif. Vous avez vu à un moment donné, ici même à Bamako, au lendemain des différents coups d'État, d'abord, c'était les coups d'État du 26 mars, là. Hein? Il y avait des gens qui n'allaient plus sur l'avenue là où on cherche du boulot. Mais ils allaient au Dabanani où on recrutait des marcheurs. Ils ont continué à marcher après que le coup d'État soit terminé et que l'on soit rentré dans la transition. Pour tout et rien, les gens disaient on va marcher. Hein? C'est cette opinion-là qui vous a empêché d'aller à Kidal pour le forum? Aucune opinion ne m'a empêché d'aller à Kidal. Je parle du gouvernement quand je dis vous. Oui, mais j'entends bien. J'entends bien que ce n'est pas de moi qu'il s'agit en tant qu'individu. Il s'agit du gouvernement. Mais le gouvernement n'avait jamais dit qu'il allait à Kidal. On a prêté ça. Qui, au niveau du gouvernement, a dit nous allons à Kidal tel jour? On a prêté cette intention au gouvernement. Parce qu'il avait été dit nous allons clôturer le processus d'ANEFIS. Le processus d'ANEFIS, c'est quoi? Un, on ne se tire plus là-dessus. Deux, quand on ne s'entend pas, on s'assied pour discuter. Trois, ceux qui sont avec nous, qui sont nos différentes communautés, qui, pour des différents âges, allant peut-être de 10 ans, peut-être jusqu'à 50 ans et autres, sont toujours prêts à descendre pour aller en découdre avec l'autre par les armes. Nous nous engageons à rencontrer tous ceux-là et à leur dire, écoutez, ça c'est fini maintenant. Les différends qu'il y a, nous nous entendons et nous nous entendons sur comment nous allons les réparer. Vous n'aviez pas l'intention d'y aller? Nous n'avions aucune intention exprimée d'y aller. Nous avons prévu effectivement de clôturer à Kidal le processus d'ANEFIS. Mais ces manifestations, M. le ministre, ces violences intervenues à Kidal, il y a eu mort d'hommes, quand même, deux tués. Ne constitue-t-elle pas une violation de l'accord pour la paix et la réconciliation? Non. Et ça va rester... Non, ce n'est pas une violation de l'accord. Il faut bien savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et pour le moment, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus d'ailleurs, parce qu'on est en train de savoir qu'est-ce qui s'est exactement passé. Ce qu'il y a, qu'on peut dire, c'est que la feuille de route était très claire sur un certain nombre de choses. Ne peuvent participer à la négociation que ceux qui montrent qu'ils sont clairement opposés au djihadisme, qui sont clairement opposés au narcotrafic et qui se distinguent complètement de cela. Vous prendrez la feuille de route, ça fait partie des conditions pour aller à la négociation. La feuille de route a été signée par les différents mouvements partenaires, disons, de la mise en œuvre des accords. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment et maintenant? On a vu des dirigeants des mouvements qui ont été attaqués. Qui ont été attaqués par ce que nous appelons aujourd'hui les ennemis de la paix. Mais s'il se trouve que certaines personnes, de manière individuelle, ont des positions ambiguës ou des positions complices avec le narcotrafic et le terrorisme, si ces personnes essayent de mobiliser l'opinion locale, de l'instrumentaliser, ça peut expliquer ce qui est arrivé. Un mort, c'est trop déjà. 3 morts, c'est vraiment quelque chose dont on aurait pu se passer. Maintenant, qui a mobilisé cela? À ce stade-ci, je ne peux pas vous dire. On ne le sait pas.
Il y a une enquête qui est ouverte. Mais ce qu'on sait, c'est que ce mouvement n'avait rien contre la mise en œuvre des accords. Mais le mouvement a quand même attaqué des forces étrangères qui sont là pour la paix et la stabilité. Vous pensez que les terroristes vont venir prendre du thé avec les forces étrangères et avec les forces républicaines? Non. Les terroristes ne le feront pas. Les narcotrafiquants ne le feront pas. Si, par extraordinaire, ce sont les terroristes et les narcotrafiquants qui sont derrière ce qui s'est passé, on peut parfaitement comprendre qu'ils aient instrumentalisé une opinion régionale ou locale qui n'est pas encore absolument guérie des dérives antérieures qui, contextualisées dans la situation de conflit, pouvaient se comprendre, mais aujourd'hui sont des anachronismes douloureux. Alors, deux dernières précisions sur ce chapitre, en ce qui me concerne en tout cas. Qu'est-ce que vous ferez des individus, des gens qui sont dans le processus et qui ne sont pas clairs, qui ont un pied de l'autre côté, je veux dire qui sont de connivence avec le terrorisme, le narcotrafic, et qu'est-ce que vous allez faire maintenant de cette opinion qui est là, qui vous empêche d'aller tranquillement? Quand il sera établi que ces gens ont un pied là où ils ne doivent pas l'avoir, mais on leur met le deuxième pied là-bas. Comment? Comment? Mais on les sort du processus de paix. Parce que s'ils restent dans le processus, ils disqualifient ceux qui ont signé. Chaque fois que vous sortez, quelqu'un vous fait un ennemi de plus? Non, non, non. Écoutez, le soleil couchant n'a jamais été l'ennemi de l'aube. Hein? Quelqu'un qui va de ce côté-là, mais ce n'est pas un ennemi pour nous. C'est quelqu'un qui va à contre-courant de l'histoire. Et il sort du processus. Et l'opinion, cette opinion qui est là, qui est manipulée, comment est-ce que vous allez la gérer maintenant? Le rôle de chacun de nous et de vous avec nous, c'est de préparer nos opinions à regarder vers l'avenir, à aller de l'avant. Et non de les préparer à se demander pourquoi ce qui est mal finit aussi vite puisque c'était agréable de faire du mal. Ça, on ne peut pas, c'est irresponsable de la part de tout leader d'opinion, de tout mécanisme qui forge l'opinion. Nous sommes aujourd'hui dans la position d'aller vers la paix. Nous irons vers la paix et nous avons mis en place tout le dispositif pour aller vers la paix. Alors, Monsieur le ministre, parlons à présent reconstruction. Reconstruire le Nord aujourd'hui, en quoi est-ce que cela consiste pour vous? Remettre en place ce qui a été détruit? Remettre en place ce qui a été détruit, ça fait partie, mais préparer le Nord et aussi préparer certaines parties de notre pays, parce que la zone aujourd'hui, ce n'est pas que les 5 régions du Nord. C'est une partie de la région de Mopti, c'est une partie de la région de Ségou. C'est d'amener les infrastructures qui ont été détruites à être remises en place pour que l'administration et les services sociaux de base y retournent facilement. Mais c'est aussi pour amener les collectivités décentralisées à pouvoir mettre en place le dispositif qui leur permet d'assurer une gouvernance de proximité positive. C'est cela, les actions de la reconstruction du Nord. Alors pour notre compréhension et pour la compréhension du public, le reste de tout ce qui est prévu dans le cadre de l'accord de paix comme infrastructure, comme commodité, qui s'en charge, c'est pas vous? Il y a deux choses. Quand il est prévu, par exemple, de reprendre les travaux de Taoussa, ça ne rentre pas dans la reconstruction du Nord. Ça, c'est le ministère qui est en charge de cela. Le programme de développement économique, social et culturel, en termes d'infrastructures, il est géré par le ministère en charge des infrastructures et de l'équipement. Il est géré en termes de contenu et de gouvernance par les ministères sectoriels en charge de cela. Mais nous partons au plus pressé. Quand, par exemple, il y a une école à Gao qui a été détruite, qui ne peut plus remplir les conditions pédagogiques qu'il faut, et qu'il faut aider rapidement à la mettre en place, c'est nous qui le faisons.
D'accord. Voilà. C'est ce qui s'est passé au nord, vous savez, c'est la destruction pure et simple, on le sait. Et les auteurs de cette destruction-là n'ont pas été punis. Vous voulez reconstruire sans la justice, reconstruire sur des plaies? Vous savez quand même qu'il y a ces VJR. C'est... Qui peinent à démarrer. Ah non, non, non. Qui vous a dit qu'il peinait à démarrer? Peut-être qu'il ne vient pas tous les jours à la télé, mais ça ne veut pas dire qu'il peine à démarrer. Le comité, il est bel et bien en place. Il fait le tour du pays. Hier, le ministre en charge de la réconciliation nationale a dit, devant la représentation nationale, a dit le point. D'abord, ce comité, il était composé de 15 membres. On l'a passé à 25 pour renforcer la représentativité et l'inclusivité dans le comité. Le comité a son président. Il a ses vice-présidents. Il a ses commissaires qui ont non seulement fait un certain nombre de régions de notre pays, mais qui sont aussi allés faire des voyages d'études pour voir comment ça s'est passé partout. Et il a maintenant démarré son programme de mise en place de ces bureaux régionaux. On ne peut pas dire que ce comité ne marche pas. Maintenant, il va examiner les dossiers. Il y aura le pardon, mais il n'y aura pas l'impunité. Ce qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire on nous demande, pas on, parce que le peuple malien globalement est un peuple qui a tout un passé et qui a la sagesse des vieux pays et des pays de culture. Ce n'est pas le peuple qui demande ça. Mais vous savez, il y a toujours un milieu ambiant qui dit de se presser là où il faut aller doucement et dit d'aller doucement là où il faut se presser. Et quand vous obéissez, on dit, ben voilà, là, ils savent bien qu'il faut courir, mais voilà, ils sont en train d'aller doucement. Et puis là, ils savent qu'il faut aller doucement, mais ils sont en train de courir. Nous, on court là, il faut courir. On va doucement là où il faut aller. D'accord, monsieur le ministre, pour la justice, mais voilà. Pour la sécurité, ça sert à quelque chose de reconstruire dans un contexte d'insécurité? Aujourd'hui, la sécurité, elle est gérée par les FAMA, elle est gérée par les mouvements dans certaines zones précises. Il y a des chantiers précis. Prenez le chantier, par exemple, de la remise en place de la téléphonie mobile dans un certain nombre d'agglomérations de la région de Kidal. Ça a été possible parce que les mouvements signataires ont assuré la sécurité. Vous allez me dire parce qu'ils voulaient téléphoner. Ce n'est pas ça qui est important. Mais ils ont assuré la sécurité et ces différentes zones ont aujourd'hui la téléphonie mobile. L'école, pour faire l'état des lieux, la mission qui est partie a fonctionné avec eux. La remise en place de l'électricité à Gao, la mission EDM qui est partie, elle a été avec les mouvements et elle a remis en place l'électricité. On avait le choix de les envoyer avec l'aménagement, mais ça voudrait dire que nous ne croyons pas nous-mêmes, entre nous, à nous-mêmes. Vous avez un plan d'aide pour 2016, un plan d'aide destiné à la reconstruction du Nord? Oui. Il s'élève à combien? Pour 2016, je vais regarder mes papiers pour ne pas vous raconter d'histoire. 2016, nous avons 12 milliards 357 millions, dont 8 milliards ont déjà été engagés et sont en exécution sur des conventions qui ont été signées par les gouverneurs des différentes régions. Et nous venons, depuis qu'un gouverneur est à Ménaka et un gouverneur à Taoudéni, nous venons de demander de revoir les montants pour qu'ils soient pris en compte. Ils signeront les conventions additives pour que dans leur région soient prises en compte. Les montants sont investis dans quoi prioritairement? Les montants sont investis dans la construction de bâtiments ou dans la réhabilitation de bâtiments, dans l'équipement et dans la restauration de la mobilité.
Alors, il était prévu, si je ne me trompe pas, 127 projets cette année. Où en êtes-vous aujourd'hui avec la mise en place, la création de ces projets-là, de développement? 127 projets étaient prévus. Mais 127 projets ont été pratiquement tous créés et ils sont mis en œuvre et coordonnés par le comité qui a été mis en place, le comité de coordination de l'intervention dans les zones post-crise. Comité que je préside, qui est coprésidé par la MINUSMA et par la France. Financement de l'État? Financement de l'État, mais aussi financement des partenaires bi- et multilatéraux. Justement, Monsieur le ministre, parlant de ce comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord, il y a ce comité, il y a aussi le comité de coordination de la mise en œuvre de l'accord. Vous intervenez sur le même terrain, il y a beaucoup d'acteurs. Vous ne marchez pas sur les pieds dans la reconstruction? Non, on ne se marche pas sur les pieds. Mais on avance les pieds dans l'ordre. C'est ça la coordination. Vous savez, quand on écoute, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans le désordre. Pas du tout. S'il y a eu le désordre au début, nous avons quand même essayé d'aller sur une approche dans l'ordre. Cette approche dans l'ordre se fait comment? Chaque partenaire, au vu de la situation telle qu'elle est présentée, nous dit, voilà, nous voulons intervenir dans tel domaine plutôt que dans tel autre domaine. Les ressources que nous avons, nous les utilisons pour là où personne d'autre que nous n'intervient. Et ce travail est fait selon un plan qui est élaboré ensemble. Le plan d'intervention dans les zones post-cure, par exemple, il a été élaboré pour chacun des secteurs, avec les secteurs et les partenaires intervenants, gouvernementaux et non gouvernementaux. Il a été finalisé pour l'année 2016 et il va être approuvé dans une réunion que nous allons tenir soit à la fin du mois avant la fin du mois d'avril, soit dans les premiers jours du mois de mai. Et une fois que cela est fait, on va de l'avant. Le rapport 2015 est terminé, nous allons lui aussi le valider. Monsieur le ministre, si vous permettez, j'aimerais qu'on parle un peu de ces réfugiés que la crise a jetés en masse sur les routes de l'extérieur du pays. Ils sont dans les pays voisins. Vous aviez comme objectif, si je ne m'abuse, l'année dernière, en 2015, de favoriser le retour de 75% des réfugiés et des personnes déplacées. On constate aujourd'hui qu'ils sont encore très nombreux hors du pays. Vous n'avez pas pu atteindre cet objectif? Ils sont nombreux, mais pas très nombreux. Par rapport au début de la crise, la situation aujourd'hui a beaucoup changé. Je m'en vais vous donner la situation telle qu'elle existe. Ceux qui sont revenus, nous avions quand même au niveau national, nous avions 500 000 déplacés internes. Aujourd'hui, nous avons 453 000 qui sont retournés. Donc, il y a toujours un certain nombre qui restent. Vous savez, quand on va, on change de région, 10 changent de région, il arrive rarement que les 10 reviennent. Il peut arriver que 2 trouvent la région où ils sont arrivés meilleure que de là où ils étaient, ils y restent. Les autres retournent. C'est quand on ne fait rien que les gens restent et ils s'observent et ils s'opèrent ce qu'on appelle dans le jargon du travail social, ils s'opèrent le phénomène de sédimentation. C'est-à-dire qu'ils sont restés tellement en stratégie de survie qu'à partir d'un moment donné, ils n'ont plus ni les moyens ni l'envie de retourner. Monsieur le ministre, moi je voudrais qu'on parle des réfugiés d'abord. On reviendra aux personnes déplacées. Ok, les réfugiés. Oui. Nous avons aujourd'hui de revenus des régions, des différentes régions
nous avons 144 000 personnes qui sont réfugiées là-bas, sur lesquelles nous avons 46 000 qui sont revenus. À la date d'aujourd'hui, nous avons 46 000 qui sont revenus. Ils sont encore très nombreux à l'extérieur. Ils sont nombreux à l'extérieur, oui. Mais nous avons des intentions de retour. Nous avons 16 000 qui veulent revenir, dont 7 000 de Mauritanie, 3 000 du Niger, sur lesquels 500 sont rentrés il y a 3 ou 4 jours en Songo. Et puis, nous avons du Burkina Faso, 4 000 qui veulent retourner. Justement, à quand remonte, monsieur le ministre, votre dernière visite à ces réfugiés-là, Burkina, au Niger, en Mauritanie? Au Niger, ça remonte à presque un an. C'est pas trop? Ça dépend de ce qu'on appelle trop. Si moi je n'y suis pas et que mes collaborateurs y sont, c'est pas trop. Je parle du département. Oui. Au Burkina, vous parlez du département? Oui. Eh bien, du département, notre dernière visite date de l'année passée. Cette année, nous avons reçu ici Nigériens et Burkinabés. Alors, monsieur le ministre, vous n'êtes pas sans savoir que ces réfugiés vivent aujourd'hui dans des conditions difficiles. Au Burkina Faso, par exemple, le PAM et le HCR avaient déjà donné l'alerte qu'à partir d'un certain moment, ils ne pourraient plus assurer l'assistance alimentaire s'ils ne reçoivent pas des fonds. Apparemment, les fonds ne sont pas venus et les réfugiés n'ont pas d'assistance. D'accord. Je suis au courant. Mais je vais vous dire, à partir de quand nous sommes autorisés à intervenir? On veut bien savoir. Et qu'est-ce que vous entendez faire? C'est ce que je m'emprête de faire. Ce que nous entendons faire, c'est d'intervenir. Nous allons intervenir, nous avons pratiquement tout préparé, nous allons intervenir au Burkina. Nous avons besoin simplement d'informer, d'avoir maintenant le retour d'information que nous allons venir et que nous allons aller dans tel et tel site. Nous avons tous les sites. Nous avons les populations sur les sites. Qu'est-ce qui s'est passé au Burkina Faso? Le HCR a effectivement informé qu'il n'était plus dans les conditions d'assurer la prise en charge correcte des réfugiés maliens qui y sont. Mais cela s'adresse à l'administration du HCR et au Burkina Faso, pas à nous. Mais nous ne pouvons pas faire la sourde oreille dessus. Nous avons sur ça essayé de voir nous aussi qu'est-ce qu'on pouvait faire. Nous avons accéléré l'accueil de ceux qui quittent et qui veulent rentrer. Savez-vous que nous ne pouvons même pas aller dans un pays hôte, organiser le retour des nôtres? Nous ne pouvons pas le faire parce qu'ils sont sous l'administration du pays hôte et du HCR. Ainsi, nous avons eu 500 personnes qui voulaient venir du Niger. Nous en étions informés. Nous avons pris des dispositions pour aller les faire chercher. Le HCR nous a dit, nous allons nous en occuper. Ce sont les conventions internationales qui vous l'interdisent? C'est les conventions internationales qui ne nous autorisent pas. Qui vous l'interdisent alors? Si vous voulez l'appeler comme ça, moi je l'appelle qui ne nous y autorise pas. Et c'est gentiment fait, c'est logique. Quand des réfugiés d'un autre pays sont dans notre pays, je ne le souhaite pas pour ces pays, mais quand ils sont dans notre pays, nous en sommes responsables avec le HCR et nous nous en occupons. Les pays ne peuvent pas dire, nous allons aller nourrir les nôtres qui sont au Mali, le Mali ne pouvant pas s'en occuper normalement. C'est inélégant et parfois ce n'est pas admis. Okay. Mais logiquement, quand on ne peut pas s'occuper des ressortissants de notre pays, est-ce qu'il ne serait pas logique d'appeler même le gouvernement en question à le faire? Logiquement et correctement, c'est ce qui vient de se faire lors de la dernière tripartite Mali-Burkina-HCR. Vous avez couvert, vous savez que dans les recommandations, cela nous a été dit et c'est suite à ça que nous avons immédiatement décidé de répondre. Et qu'est-ce que vous allez faire? Mais nous allons apporter de l'aide alimentaire aux nôtres là-bas et nous allons à partir de ce moment-là, avec eux et les nôtres, organiser les retours. On nous a dit qu'il y a 4650 qui ont exprimé leur intention de revenir.
il y a dans les retours ce qu'on appelle les retours volontaires. La personne quitte, elle-même, elle rentre dans son pays. Ce sont les retours volontaires que nous accueillons aujourd'hui sur un certain nombre de sites. Mais il y a les retours accompagnés. Pour le moment, on n'en a pas eu de l'extérieur. On n'a eu aucun retour accompagné. Et pour ces retours-là, quel genre d'assistance vous portez à ces réfugiés de retour? Ceux qui reviennent, oui. Nous aménageons un site pour eux, sur lequel, parce que nous suivons les retours, nous avons aujourd'hui 28 points par lesquels nous recensons ceux qui rentrent. Nous savons où ils vont aller. Nous aménageons les sites d'accueil pour eux. Le site d'accueil, il y a une administration, il y a un point d'eau, il y a une école, il y a un centre de santé. Et l'équipe sociale qui vient là, vient apporter de l'aide pour que les personnes, en plus de l'aide alimentaire, de l'aide sous forme d'activités génératrices de revenus, pour que l'autonomie puisse revenir. Oui, généralement, de l'aide alimentaire, vous l'avez dit, c'est des vivres, c'est de l'eau, c'est souvent du savon, de l'huile et devant la caméra et souvent avec tambour. C'est quel genre d'assistance, ça? Non, genre de solidarité? Peut-être qu'on a fait venir parfois la caméra, mais sans tambour, puisque vous voulez parler des distributions qui ont eu récemment à Tombouctou, Gao, qui ont eu lieu à Gao, qui ont eu lieu à Mopti, Douanza, qui ont eu lieu à Ségou. Est-ce que l'assistance continue après le départ de la caméra? Mais c'est notre travail, l'assistance continue. Hein? Ce n'est pas parce que on a la caméra une fois qui couvre un événement. Vous savez, dans les couvertures d'événements par la caméra, il y a des dits et des non-dits. Vous voyez, quand je viens ici dire ce que je fais, le dit, c'est que je viens dire ce que je fais. Le non-dit, c'est que je viens démontrer que je ne passe pas mon temps à dormir dans mon bureau, qui du reste est climatisé. C'est ça aussi. Mais on n'est pas là, chaque fois qu'on va donner à quelqu'un une boîte de lait, de dire que la caméra vient nous filmer. Non. Alors, Monsieur le ministre, vous savez... Oui, allez-y. Oui, non, allez-y. Vous savez qu'il y a une alerte pareille à celle du Burkina Faso côté Mauritanie aujourd'hui. À partir de fin avril, les organisations internationales disent encore une fois on n'est pas sûr de pouvoir continuer, alors que vous n'avez même pas d'accord avec la Mauritanie, à ce que je sache. Nous avons, lors de la dernière commission mixte, retenu, ça fait partie des recommandations, que l'accord sera signé. Nous attendons que le gouvernement mauritanien nous demande d'aller, puisque un projet a déjà été envoyé au gouvernement mauritanien. Nous n'attendrons pas tout le temps, nous relacerons et nous irions signer. Une fois qu'on signe, on a le cadre légal qui permet en ce moment-là d'intervenir et de faire venir. Mais à la frontière, nous avons des sites d'accueil. Ceux qui viennent sont pris en charge. D'accord. Et quel est votre message aujourd'hui à l'endroit des réfugiés? Revenez, ça va mieux ici que là-bas. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Revenez à la maison. On est impatient de vous voir. Ça va plus qu'on ne vous dit. Ça va mieux qu'on ne vous le dit. Venez à la maison. C'est la seule partie du monde qui nous appartient, vous et nous. Alors venez-y. Nous occuperons ensemble de vous. Mais si vous ne venez pas vite, nous serons là-bas avec les pays autres que nous ne saurons jamais remercier suffisamment pour tout ce qu'ils ont fait. Avec eux, nous vous accompagnerons pour venir à la maison. Mais de préférence, revenez. Alors, quand ils reviennent, on a l'impression, monsieur le ministre, que l'aide humanitaire vient uniquement des partenaires du gouvernement, des ONG et le gouvernement dans tout ça. Quelle est la part du budget consacré à l'aide humanitaire? La part du budget consacré à l'aide humanitaire, je vais vous la dire pour que vous n'alliez pas chercher dans les papiers et dire que je dis le contraire. La part du budget destinée à l'aide humanitaire
aujourd'hui est de plus de 2 milliards de francs CFA. Disponible. Nous sommes un des départements, les autres aussi le sont, hein, mais nous sommes un des départements où, quand nous disons que c'est là, c'est que c'est là. Quand ce n'est pas là, on ne viendra pas dire, bien entendu, à la télé que ce n'est pas là, mais on fera savoir que ce n'est pas là. Il y a bien sûr des partenaires, des ONG. Non, il y a des ONG. Oui, internationales, qui interviennent au Mali, d'ailleurs, qui distribuent des vivres, qui distribuent des dons, souvent sans se référer au gouvernement. Cela ne vous dérange pas le fait de vous mettre entre parenthèses comme ça? Non, ça se faisait peut-être, mais aujourd'hui, ça ne se fait pas. Je vais vous dire quelles sont les actions. Je peux vous dire toutes les actions qui sont faites. Ça va être long. On veut juste savoir s'il y a une coordination à ce niveau et si vous êtes au courant. Mais naturellement qu'il y a une coordination. Je vous ai dit qu'il y a ce comité. Il y a une coordination. Les interventions des partenaires, je les ai là en face de moi. Comment j'arrive à les noter? C'est parce que je suis au courant. Je suis au courant de tout ce qui se fait partout où cela se fait. Là où rien ne se fait, nous y mettons nos produits. Le PAM intervient dans tout ce qui concerne aujourd'hui l'école et avec l'UNICEF. Et ça, c'est su et du ministre de l'Éducation nationale et de nous, partout où cela se fait. Et vous participez au choix du lieu des interventions de vos partenaires? Nous participons au choix et bien souvent, nous signons les conventions qui leur donnent l'argent pour le faire. Et nous leur demandons de nous donner les rapports. Mais bien entendu, quand ils se présentent pour donner, ou qu'ils sont avec des ONG qui le font, on critique rapidement le gouvernement. Voilà, le gouvernement n'est pas là. C'est pas vrai. D'accord. Disons un mot de personnes, à propos des personnes déplacées. Vous nous avez donné tout à l'heure le chiffre de personnes déplacées que vous avez réussi à ramener, ou disons dont vous avez favorisé le retour vers le nord. Savez-vous que certaines d'entre elles ont décidé de revenir parce qu'elles ont estimé que les conditions ne sont pas réunies pour rester là-bas? Non, non. Ça, c'est ce que les gens disent. Moi, je vais vous dire. C'est ce que ceux qui sont revenus disent. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Mais celui qui revient, il peut dire n'importe quoi. Mais bien souvent, ce qu'il dit n'est pas absolument vrai. Il y a eu des retours du fait d'un délabrement de la situation sécuritaire à certains moments donnés dans certains lieux. Mais il y a eu aussi, heureusement que c'est une minorité, des gens qui partent. On les accompagne, ils partent, ils ne payent pas le transport. Ce qu'ils payent, on l'emporte, on l'amène aussi, ils ne payent pas le transport de leurs bagages. Mais une fois qu'ils sont là-bas, ils sont fatigués de rester là-bas, ils reviennent et ils attendent le prochain convoi qui les ramène. Il y a ça aussi. Mais, vous voyez? Monsieur le ministre, on dit très souvent que mieux vaut apprendre quelqu'un à pêcher que de lui remettre du poisson tous les jours. Vos réfugiés, vos déplacés, vous allez continuer à les nourrir de poissons ou avez-vous un programme d'insertion? Il y a un programme d'insertion. On prévoit avec le ministère de l'Agriculture que ces personnes-là doivent être aidées. Déjà, premier semestre, on va leur donner une aide totalement. Mais deuxième semestre, on prépare pour tous ceux qui sont prêts l'hivernage. Quand ça ne marche pas, troisième semestre, on va les appuyer. Mais nous pensons, c'est une hypothèse chez nous, 4 semestres, les gens devraient pouvoir s'en sortir. Et qu'est-ce que nous avons fait? Il y a le programme Djigui-Semeiri, qui est un programme financé par la Banque mondiale. Mais Djigui-Semeiri nous permet de cibler aujourd'hui ces personnes retournées. Ces 3 semestres que Djigui-Semeiri met, mais nous avons couplé avec le RAMED. Le RAMED prend 4 semestres. Donc la personne ne paye pas les frais de soins sur 4 semestres. Et chaque fois qu'il y a le programme Retour à l'école, nous essayons de faire en sorte que les enfants soient inscrits sur ce programme. Mais les personnes sont accompagnées. C'est 40 000 francs, 50 000 francs par ménage. Vous croyez que ça peut suffire à...
Quelque chose à relever une famille? Vous savez, le cash transfert a fait l'objet de beaucoup d'études. Et notre pratique à nous-mêmes chez nous, les femmes, je ne souhaiterais pas qu'elles considèrent que, en disant ça, je suis en train de faire une typologie négative, loin de là. Mais dans nos familles, nos sœurs, nos mamans, la tontine, ça fonctionne comment? Il y a les paris de la journée, les paris de la semaine, les paris du mois. Ça fonctionne sur les frais de condiment, monsieur le ministre. Hein? Sur les frais de condiment. Vous savez, c'est connu aujourd'hui que les chefs de famille qui peuvent dire qu'on enlève des prix de condiments, il y en a tout le monde. Ceux qui les donnent régulièrement, il y en a moins. Donc vraiment, il ne faut pas toujours aborder la question de cette manière. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec peu, elles intègrent une stratégie de sortie de crise et au bout de quelque temps, elles sont autonomes. En fait, c'est ce chemin qui est suivi par Djigui Meïri. Ça peut étonner, mais ça marche. Ça peut étonner, mais ça marche. Je souhaite que le cycle actuel dans lequel nous sommes, nous puissions le terminer et qu'on puisse faire un rapport. Et qu'avec la caméra, vous allez voir que des personnes s'en sont sorties. Parlons protection sociale, monsieur le ministre, et parlons des retraites, notamment depuis de longues années. Il se dit qu'à la caisse des retraites du Mali, les recettes ne couvrent plus les dépenses. Quel est l'état de la situation aujourd'hui? Bon, les retraites. D'abord, il faut dire les formes que nous avons de la protection sociale. Nous avons une protection sociale qui couvre la vieillesse, c'est tout ce qui concerne le régime des retraites et autres, qui couvre les réparations, c'est tous les accidents qui sont objets de réparation, mais qui couvre aussi l'assurance maladie. L'assurance maladie, on va y revenir après. Oui, mais je veux dire que ça fait partie des régimes de la protection sociale. Et puis, qui couvre aussi les assurances volontaires. Maintenant, si nous prenons les retraites, aujourd'hui, les assurés, globalement, si nous prenons l'INPS, nous avons à peu près 194 000 retraités qui ont des pensions. Nous avons, dans les assurés, nous avons 194 000, les pensionnés, nous avons 69 000. Nous voulons juste avoir une idée du déficit. Le déficit, comme ça, je ne vais pas vous le dire. Si je vous le dis comme ça, je vais inquiéter tout le monde. Okay. Même si le monsieur est un expert de la protection sociale, expert de la protection sociale qui a révélé que le niveau de la cotisation sociale est très faible aujourd'hui et par conséquent qu'il fallait l'augmenter. Vous partagez cet avis? Il n'a pas tort. Vous savez, il y a un indicateur que l'on prend. Quand vous prenez, par exemple, les retraites, ça fonctionne comment? Vous, nous de moins en moins, mais vous cotisez. Les plus jeunes cotisent pour les plus vieux. Vous cotisez pour ceux qui ne travailleront plus. Le bon ratio, c'est que cette personne cotise pour une personne à la retraite. Au Mali, quand on prend l'INPS, 4 personnes cotisent pour une personne qui ne travaille plus. Quand on prend la caisse de retraite, c'est 3 personnes qui cotisent pour une personne qui ne travaille plus. Et bientôt, ça va être 2. Déjà là, il y a un problème. Quand on a cotisé, quand on va à la retraite, on souhaite vivre longtemps. Dieu merci, on vit longtemps. Mais ce qu'on a cotisé pendant qu'on est en activité, ça couvre 2 ans et demi de pension. Le reste, c'est l'État qui couvre. Donc là, il y a déjà un problème. Et ceux qui doivent couvrir commencent, donc ils ne cotisent pas lourd,
et ils ne sont pas nombreux à prendre en charge un retraité. Donc, ils ne cotisent pas lourd pour payer quelqu'un qu'on paye lourd. Ils ne sont pas nombreux à se partager ça. Donc, l'État le fait avec eux. À l'INPS, nous avons la même situation. C'est quelque chose qui ne peut pas durer. Il faudrait qu'on réfléchisse à comment on va régler cette question-là. Le déficit, vous n'allez pas nous dire combien il fait? Et comment est-ce que vous le comblez? Aujourd'hui, le déficit, si vous prenez la caisse de retraite, le déficit est autour de 40 milliards. Et comment est-ce que... Comment on le comble? Oui. Mais le budget national. Le système n'est pas pérenne, ça ne peut pas continuer. Vous étiez en train de dire qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir, et vite réfléchir à ça. Vous le faites? Mais oui, nous avons commencé à le faire. C'est une manière de commencer à le faire. De vous dire, ça ne va pas bien, il faut qu'on réfléchisse. Mais monsieur le ministre, ça ne va pas depuis de longues années déjà. Mais vous savez que dans le cadre de la retraite, de longues années, c'est combien d'années? De longues années. C'est sûr que c'est avant que je ne sois ministre. C'est sûr que c'est avant qu'un certain nombre de mes collègues et de mes prédécesseurs ne soient ministres. Mais l'alerte, vous savez depuis quand elle est faite? Elle est faite depuis au moins 15 à 20 ans. Mais vous savez, l'alerte qui dit que le manguier il va mourir, on fait l'alerte aujourd'hui. Mais c'est l'ingénieur d'agriculture et l'agronome qui disent ça. Mais nous autres, nous disons qu'ils racontent des histoires. C'est quand les feuilles commencent à jaunir et qu'elles commencent à tomber que nous disons « Ah, il y a un problème ». Qui va crier le plus fort? Mais c'est le propriétaire du verger qui va dire que tous ces arbres sont en train de tomber. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où ça devient de plus en plus visible. Dans tous les pays autour de nous, la norme, c'est 4 ans. Au Mali, nous, on est à 2 ans et demi. Donc, il y a un problème, mais on n'est pas incapable de réfléchir aux moyens qui vont nous permettre de régler le problème. Vous avez votre idée déjà? Mon idée, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse. Parce que je ne vais pas vous dire, il faut que qu'on fasse ceci. Je ne dirais pas qu'on augmente les cotisations. Il se pourrait que ça fasse partie. Je suis presque sûr que ça pourrait faire partie du paquet pour s'en sortir. Mais en attendant, il n'y a pas de risque pour les retraites, les allocations et autres? En attendant, on ne peut pas ne pas payer. On va payer. On va chercher là où il faut chercher pour payer. Mais normalement, le budget, on ne doit pas pomper sur le budget pour payer. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et on va très vite poser le débat et aller vers une solution concertée qui ne soit douloureuse pour personne. Je ne dirais pas qu'il soit agréable pour quelqu'un, mais elle ne sera pas douloureuse pour... elle sera le moins douloureux possible. Alors, monsieur le ministre, passons à l'assurance maladie. L'assurance maladie obligatoire, l'AMO, qui a fait couler en son temps beaucoup de salive, qui a déjà un petit parcours derrière lui. Qu'est-ce que vous pensez de ce parcours? Le parcours, il est bon. L'assurance maladie, aujourd'hui, de cotisants, nous avons 700, de nombre d'immatriculés, on a 764 000. Dont 225 259 qui cotisent et 539 000 qui ont des droits. Donc, on a, en termes de ratio, on a 2 ayants droit pour un ouvrant droit. Donc, un ouvrant droit, c'est celui qui cotise. Vous savez, on a dit beaucoup de choses dans notre pays. On a dit que c'est obligatoire, on ne voulait pas de ça et qu'il fallait sortir ça.
Bon, on l'a fait. Pour certains, il y a 31 630 personnes qui ont déposé leur dossier, qui ont demandé d'être remboursés. Ils ont été remboursés pour les choses qui pouvaient être remboursées. Ainsi, on a remboursé des sommes assez importantes. Mais sur ceux-là, 85% sont revenus. Je suis content qu'ils reviennent, je ne dirai pas leur nom, mais ils sont revenus. Et vous les accueillez à bras ouverts? Naturellement. On les accueille à bras ouverts. On ne leur donne pas un pot de retour parce qu'on n'a pas d'argent pour ça. Mais dans notre cœur, il y a ça. Ils sont revenus. C'est la preuve de quoi? C'est la preuve que c'est bon et que c'est vrai. Ça va monter en puissance. Beaucoup de pays autour de nous envient notre système, veulent s'en inspirer, et on n'y fait pas de gaspillage. Vous savez, la Cypresse, dont notre pays a l'honneur d'assurer la présidence cette année, la Cypresse donne des normes. On ne peut pas sortir de ces normes. Vous avez donc ça, l'assurance maladie obligatoire, qui couvre maintenant la dimension assurance maladie qui était à l'INPS et qui allège la CMSS de cette dimension assurance maladie. Donc pas de déficit de ce côté pour l'instant, tout va bien? Pas de déficit de ce côté pour l'instant. Et nous avons aussi le régime mutualiste. On a 210 mutuelles. Monsieur le ministre, on va y arriver. Je souhaiterais qu'on continue de parler un peu d'assurance maladie. On parle de plus en plus de fraude à l'AMO, de fraude sur l'AMO. Selon certaines estimations, cela est déjà évalué aux milliards. Est-ce que ce n'est pas la meilleure façon de tuer la poule aux œufs d'or? Non. La fraude, la tentative de frauder existe partout où il y a un bénéfice agréable qui est attendu. Mais il y a un contrôle, il y a une véritable vigilance. Parce que si vous prenez les dossiers, d'abord les fraudes ne sont pas aussi importantes que ça. Elles sont typées et chaque fois qu'on a un type précis de fraude, on met en place un mécanisme qui permet de prévenir. Donc, la fraude aujourd'hui pèse d'un poids quand même très léger par rapport au montant, disons, des aides qui sont apportées, des remboursements de prestations. Prenez par exemple sur les remboursements de prestations santé, fin mars 2016, on est à 21 milliards 166 millions. À supposer qu'il y ait 1 milliard de fraude. Mais c'est quoi par rapport au montant? Encore qu'il y a moins d'1 milliard de fraude. Et le fait qu'on va coupler maintenant NINA, grâce au numéro NINA, on va coupler les identités, il y a un certain nombre de choses qui ne seront pas possibles. On ne pourra pas prescrire à un homme des médicaments qui ne sont que d'usage pour une femme. Ça s'est vu. Et ça se voit dans tous les... Et vos prestataires, ils sont payés régulièrement les factures? L'État s'acquitte correctement de ces factures? En 2014, ils mettaient 45 jours, les pharmaciens, 45 jours à être payés pour une prestation qu'ils fournissent. Fin 2014 déjà, après une réunion que nous avons eue avec eux, nous avons demandé qu'on revienne à 15 jours. Aujourd'hui, on est à moins de 10 jours. Parce que le système a été d'abord informatisé et ensuite des guichets ont été ouverts dans les différentes régions. Donc on est aujourd'hui à moins de 10 jours. Et vous savez, s'il y a bien des personnes que vous ne pouvez pas berner avec du beau langage, si vous ne payez pas leurs factures, c'est bien les pharmaciens. Aujourd'hui, c'est le président du conseil d'administration de la CANAM
c'est le président de l'ordre des pharmaciens. Alors, et les bénéficiaires qui souhaitent bien que vous élargissiez le nombre de centres de santé qui peuvent offrir les prestations de l'AMO, apparemment dans les centres de santé communautaires qui sont la base de la pyramide, ce n'est pas possible. C'est en train de se faire. C'est en train de se faire. C'est le niveau de prescription qui dépend quand même du fait qu'un médecin est présent ou un médecin n'est pas présent. C'était cette question qui était réglée. Aujourd'hui, tous les CESCOM médicalisés, la prescription se fait, la liste de prescription n'est pas restrictive. Ok, nous parlons toujours d'assurance. Vous savez, il n'existe toujours pas de régime couvrant la perte d'emploi au Mali. Et pourtant, Dieu seul sait qu'il y a des pertes d'emploi tous les jours. Que faites-vous pour ces Maliens qui perdent leur emploi du jour au lendemain? C'est vrai qu'on n'a pas une assurance chômage ou une prime de chômage. Ça, on ne l'a pas. On va progressivement aller certainement vers ça. Parce qu'une société qui se modernise doit moderniser aussi ses obligations et ses devoirs. On va aller vers ça. Mais ce qu'il y a déjà, c'est la surveillance quand même et la protection des emplois. Vous avez l'inspection du travail qui le fait vraiment et de manière assez sérieuse. Et vous avez aussi, bien entendu, les syndicats qui sont alertes, qui voient ça. Ce qu'il faut faire, ce que nous pouvons faire aujourd'hui certainement, et tous les acteurs sociaux doivent s'y mettre, c'est que celui qui a un emploi ne le perde pas. C'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Okay. Alors, et quand est-ce que les fonctionnaires vont bénéficier de la prime d'accident de travail et de la prime des maladies professionnelles? C'est prévu dans le nouveau code qui est terminé, qui est aujourd'hui en examen. Il y a dans ce code ce qu'on a élargi aux fonctionnaires que seuls les militaires avaient. Okay. Et l'application, c'est pour quand? Il faut que le code soit adopté. Nous attendons que le code soit adopté, même si nous savons que les améliorations que nous avons retenues pour la viabilisation du code, ces améliorations sont déjà dépassées. Mais nous allons aller vers l'adoption du code pour que les fonctionnaires puissent bénéficier de cela. Okay. Alors, malheureusement, nous avons bouclé l'heure d'entretien. Je propose qu'on pose au ministre les toutes dernières questions. Monsieur le ministre, moi j'aimerais bien poser une question par rapport à toute cette misère, ce que j'ai appelé misère entre guillemets. Vous avez, le pays sort d'un conflit, nous avons des orphelins de guerre, nous avons beaucoup de personnes handicapées, nous avons beaucoup de personnes en situation difficile. C'est vrai qu'on vous voit, on voit votre département très souvent pendant les mois d'octobre avec une attention particulière pour tout ceci. Mais qu'est-ce que, en dehors du mois d'octobre, vous faites pour toutes ces couches très vulnérables? D'abord, pour les orphelins de guerre, nous avons revu la loi sur les pupilles de l'État. La relecture est achevée. Nous aurons à l'intérieur les pupilles de l'État et les pupilles de la nation. Les pupilles de la nation, ce seront tous les enfants dont les parents ont perdu la vie au service de la nation et au service de l'État. Les pupilles de l'État, c'est tous les enfants précocement orphelins ou ayant perdu leurs parents dans des situations qui font qu'ils n'ont pas la chance d'évoluer normalement. Ça, c'est fait, ça va rentrer très vite en application. Aujourd'hui, pour ce qui concerne les indigents, il y a un programme non contributif d'assurance maladie, c'est le RAMED, que l'ANAM conduit. Il y a un programme de lutte contre la pauvreté à travers toutes les activités génératrices de revenus, mais aussi toutes les activités les chantiers à haute intensité de main-d'œuvre. Et il y a tous les programmes développés par le ministère de l'Agriculture, programmes dans lesquels nous travaillons avec eux pour renforcer
les chances pour quelqu'un de pouvoir sortir de la survie et rentrer progressivement dans la vie. Et il y a, par rapport à ce programme même que nous sommes en train de conduire, il y a 2 programmes importants. Un programme financé pour 100 millions de dollars par la Banque mondiale, qui est en cours maintenant, dont il nous a été demandé d'assurer la tutelle progressivement. Et il y a cet autre programme qui va être financé par l'AFD pour aussi des dizaines, sinon une centaine de millions d'euros, aussi pour le relèvement et la lutte contre la pauvreté. Je crois qu'ensemble, nous allons avoir une riposte institutionnelle dans un pays qui, somme toute, est un pays quand même de solidarité. Mais dans lequel ceux qui ont besoin de la solidarité sont devenus, du fait de la crise, plus nombreux que ceux qui peuvent octroyer la solidarité. Dernière question. La solidarité, la lutte contre l'exclusion, ce n'est pas seulement le mois d'octobre? Non, ce n'est pas seulement le mois d'octobre. Et ce n'est pas un discours politique? Ah non, c'est loin d'être un discours politique. C'est un slogan? C'est un acte politique, mais ce n'est pas un discours politique. Si vous comprenez discours politique, un discours démagogique qu'on égrène le trémolo à la voix, c'est pas ça. Ça, c'est clair. Mais le mois d'octobre est un moment pendant lequel tout le pays réfléchit à comment renforcer la solidarité, à comment aider ceux qui en ont besoin à avoir les mêmes chances que les autres. Et de ce point de vue, nous avons un merveilleux outil, c'est la FEMA, la Fédération malienne des associations de personnes handicapées. Cet outil créé à un moment donné par les précurseurs de cette action est aujourd'hui bien tenu et le partenariat entre eux et nous va de plus en plus loin. L'école nous y aide beaucoup. Quand vous avez une bonne insertion par l'école et par les autres voies d'intégration professionnelle, on ne voit plus que vous êtes handicapé. 20 ans déjà que vous organisez le mois sous cette forme. Vous allez continuer à l'organiser sous cette même forme? Nous allons l'améliorer au fur et à mesure que nous aurons de nouvelles dimensions qui émergent. Par exemple, moi je rêve sincèrement d'un mois de la solidarité où on va faire très peu d'événements spéciaux, c'est-à-dire très peu de fêtes et autres, mais où on va organiser des colloques, où le Conseil national de l'action humanitaire qui a été mis en place va siéger, examiner les programmes et évaluer les programmes qui ont été exécutés et réunir les ressources pour qu'on puisse aller de l'avant. Malheureusement, nous ne pourrons pas évoquer avec vous toutes les questions que nous aurions souhaité évoquer. Le temps qui nous est imparti est terminé. Nous vous remercions, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, je vous remercie aussi. Ça a été un moment où j'ai eu l'opportunité de dire ce que le gouvernement fait dans ce domaine important, domaine d'humanité, mais dans un contexte où ceux qui doivent recevoir sont de plus en plus nombreux que ceux qui doivent organiser la solidarité. Mais nous en sortirons, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à vous aussi de m'avoir donné cette opportunité. Merci, Monsieur le ministre. Merci Mesdames, Messieurs, d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Action gouvernementale. Bonne suite de programme sur le RTM.